Mesdames, Messieurs, bien bonjour. Entre échec à l'université et chômage, le calvaire du bachelier commence par une mauvaise orientation. Banalisée sous nos cieux, l'orientation après le bac est d'une importance capitale. Elle vous garantit une réussite du cursus universitaire. Elle est donc déterminante dans la recherche de l'emploi, mais surtout vous garantit un épanouissement professionnel à terme. L'entretien de ce jour reçoit pour vous Madame, Messieurs, professeur Patrick Rouessou. Il est spécialiste en sciences de l'éducation, maître des conférences au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Patrick Rouessou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons parler de l'orientation, de l'échec et de l'orientation. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment expliquez-vous l'échec massif des nouveaux bacheliers à l'université? Dans un premier temps, il y a les considérations les considérations, je dirais, académiques, et puis les considérations hors académiques. Dans les considérations académiques, il faut voir comment les enseignants tiennent leurs cours, les programmes qui sont exécutés, les élèves eux-mêmes, comment apprennent-ils. Et dans les considérations hors académiques, il faut voir, il y a tellement d'éléments qui interviennent. L'un des éléments les plus importants actuellement, c'est la gestion que le politique même fait aussi de l'éducation. Ça, c'est un pan important, non sans vouloir parler politique. Mais quelle est la politique éducative que l'État en place, disons, favorise? Hors contexte académique, il y a aussi d'autres considérations comme l'origine socio-culturelle des élèves. On a souvent l'habitude d'entendre dire que lorsque les élèves sont issus de milieux favorisés, ils ont des chances de réussite. Lorsqu'ils ne sont pas issus de milieux favorisés, ils ont moins de chances de réussite. De part et d'autre de ces perceptions, il y a un peu de vérité de part et d'autre de ces perceptions-là. Il n'est pas dit systématiquement qu'un enfant issu de milieux riches réussit tout le temps, tout comme il n'est pas dit aussi qu'un enfant issu de milieux pauvres échoue tout le temps. La preuve, depuis quelques années, la plupart des meilleurs, comme on est en train de le faire ces derniers temps, des meilleurs aux différents examens, ne sont pas toujours issus de milieux favorisés. Donc, il y a ces considérations-là quand même à prendre en compte. Il y a les effectifs que les élèves constituent en classe. Et là, on revient encore un peu dans les considérations académiques, scolaires. Lorsque on demande à un enseignant de garder une centaine d'élèves dans une classe, ça je le dis, ça semble exagéré, mais c'est vrai, mais même quand on va jusqu'à 45, qui semble être notre groupe pédagogique normal au Bénin, c'est déjà trop. Le suivi individuel des élèves ne se fait pas comme il se doit. Mais à l'université au Bénin, c'est de l'euphémisme. À l'université, je suis resté là pour l'instant au primaire, au secondaire. Quand on arrive à l'université, c'est un autre monde, et vous le savez. À l'université, c'est pire. Simplement parce qu'à l'université, environ 30% de l'effectif total des étudiants est réparti à travers les établissements professionnels, et les 70% restants sont répartis à travers les établissements d'enseignement général, c'est-à-dire la FADESP, la FASEG, la FACH aujourd'hui, la FLAC, et puis la FAST. La FAST, merci. C'était le dernier, la FAST. Alors, lorsque vous avez cette répartition des étudiants et que, à contrario, vous constatez que, au niveau des effectifs enseignants, 80% des enseignants interviennent plutôt dans les établissements professionnels et 30% interviennent dans les facultés d'enseignement général, vous voyez tout de suite que le ratio... Si nous résumons, 80% des étudiants enseignent, 30% d'étudiants... Des enseignants. 80% des enseignants encadrent 30% d'étudiants et 30% d'enseignants, sinon 20% d'enseignants encadrent 70% des étudiants. C'est ce que nous laissent croire les statistiques que nous avons actuellement. C'est pas moi qui le dis. Et pour en rajouter, 70% d'échecs en première année, c'est ce que vous avez mis dans votre document, l'échec à l'université, et c'est ce que nous retrouvons aussi cette année, paradoxalement, non, je ne dirais pas paradoxalement, mais malheureusement,
Comprendre l'échec à l'université, c'était un peu ça. Globalement, j'essayais de voir un peu quels sont les déterminants qui permettent de comprendre l'échec à l'université. Donc c'était une grande réflexion au travers de laquelle je exposais aussi des statistiques. Et ces statistiques-là n'ont pas grandement changé. Et ce sont ces statistiques-là dont on vient de parler. 70% d'échecs en première année. Quand on a ces répartitions-là dont je viens de vous parler, ça me semble, en fin de compte, un peu logique qu'on ait alors autant d'échecs. Mais quand je dis cela, c'est en même temps attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas entrer dans le fatalisme. Parce que, en tout cas, au niveau de la France, de la Belgique, de l'Italie, au moins de ces trois pays-là, vous avez des pourcentages de réussite à l'université qui sont similaires. Je crois en Suisse aussi. Il me revient à l'idée une étude suisse qui est ce genre de statistiques. Mais les raisons sont différentes. En Belgique, par exemple, les raisons qui expliquent l'échec des étudiants n'est pas toujours le même que les raisons qui expliquent l'échec des étudiants chez nous. Deux raisons, par exemple, en Europe, qui peuvent expliquer les échecs. En Europe, vous avez presque une systématisation de la théorie bourdieusienne qui continue toujours de s'exprimer jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, oui, l'origine sociale des élèves, des étudiants, détermine leur réussite. Et lorsque nos aînés ont été étudiés, nous-mêmes on a été étudiés, c'est ce genre de théories qu'on nous a apprises, qui sont pertinentes, mais qui, dans le contexte qui est le nôtre, n'a pas forcément, disons, sa pertinence. Vous voyez. En Europe, le système social, culturel, scolaire, universitaire est fait de sorte que, effectivement, lorsque vous provenez de milieux pauvres, c'est tout l'encadrement qu'il y a autour de vous qui a du mal à vous accompagner. Et comme nous sommes dans une société individualiste, on a tendance à observer une réplication. Donc, l'école reproduit une l'égalité, c'est ce que disait Bourdieu. Alors qu'en Afrique, l'école apparaît plutôt comme un élément d'ascenseur social. Et je l'ai dit tout à l'heure, la preuve, nos parents et ça, des personnes qui ont vécu ça sont nombreuses. Nos parents ont eu, dans un passé, dans un certain passé, ont eu leur mère, leur père qui ne savait pas lire le français, mais qui les accompagnait parfaitement. Est-ce que vous voyez? Je vois. Donc, à partir de ce moment-là, les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Pour en revenir un peu à notre contexte, je vous ai dit, les effectifs sont pléthoriques. Et les enseignants ont beau faire des efforts, il est difficile d'arriver à encadrer autant d'étudiants. Et quand vous n'arrivez pas à encadrer des étudiants, c'est normal qu'à la fin, vous ne puissiez pas avoir les résultats escomptés. Il est vrai que nous avons la pédagogie des grands groupes qui permet de savoir comment entretenir des groupes importants. Mais même la pédagogie des grands groupes nécessite un minimum d'infrastructures, ce que nous n'avons pas toujours. Alors, pour lutter contre le phénomène, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Quelles sont les solutions que vous avez? Quelques approches de solutions. Lequel, en l'occurrence, l'échec? L'échec en première année d'université. Bon, lutter contre l'échec, il me semble que dans la littérature scientifique qui existe, c'est un terme qui est de moins en moins utilisé. Hein? Parce qu'on a réalisé, en fin de compte, que l'échec scolaire est une réalité qui fait appel à un peu trop de variables à la fois. Et j'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure. Et donc, de plus en plus, on parle de promotion de l'apprentissage. Entre-temps, on est passé par la promotion de la réussite. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de promotion de l'apprentissage parce qu'on estime que peu importe les conditions qui prévalent avant, peu importe le contexte économique, social, politique, un élève à qui on arrive à apprendre, un élève à qui on s'est donné les rudiments nécessaires pour savoir apprendre n'importe quoi tout le long de son parcours,
autrement dit un élève à qui on apprend à pêcher, saura dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel contexte, comment se défendre. Mais pour réussir cet exercice, il faut qu'il y ait des enseignants en nombre suffisant et en qualité. Ce que nous n'avons pas. Ce que nous n'avons pas toujours. Et donc, le premier problème à régler. C'est d'abord ça. C'est dire qu'il faut donc que nous nous penchions sur la formation des formateurs, que ce soit au secondaire ou à l'université. Il faut d'abord que les enseignants soient des enseignants compétents. Alors là, nous allons venir globalement à la responsabilité de l'État. Comment est-ce que l'État peut s'organiser? Déjà, nous avons une première solution, recruter des enseignants de qualité. De qualité. Et ça, il y a deux pans. En entendant de parler de la responsabilité de l'État, sinon ma question c'est la responsabilité de l'État, mais en entendant de parler de la responsabilité de l'État, est-ce que vous pensez que les docteurs que vous sortez à l'université aujourd'hui nous permettent d'avoir un corps enseignant de qualité? Bon, tout cela fait partie de la formation dont je disais, parce que depuis quelques années maintenant, le décret a été signé par l'ancien régime en 2010, le décret portant adoption du système LMD. Et ce nouveau système a changé un tout petit peu la dynamique universitaire. Aujourd'hui, le doctorat est un diplôme qui s'obtient au bout de 8 ans pour un étudiant qui entre à l'université. Il y a un certain nombre de conditions qui sont faites en fonction des parcours que l'on a, mais globalement, c'est 6, 4, 8, je crois, en termes de semestres. 6 semestres pour la licence, 4 semestres pour le master et 6 semestres à nouveau pour le doctorat. En termes d'années, ça fait 3 ans, 2 ans, 3 ans, ça fait globalement 8 ans. Lorsque vous êtes dans un programme pareil et qu'il y a autant d'étudiants qui souhaitent continuer à se former, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, une pléthore à nouveau également de doctorants et très peu de docteurs pour les encadrer. Le premier problème se situe là, le ratio. Et une fois de plus, on en revient encore, le ratio. Et une fois de plus, dans tous les espaces où il y a un effectif pléthorique, à la limite incontrôlable, il y a des pratiques vicieuses qui s'immiscent, qui s'invitent. Et c'est peu de le dire, je ne pense pas dévoiler un secret que de dire que des pratiques malsaines s'insèrent aussi dans le relationnel pédagogique avec les étudiants à quelque niveau que ce soit. Ce n'est pas seulement au niveau du doctorat. Mais quand on en arrive là, et c'est ce que je disais tout dernièrement dans un contexte de formation autre, quand on en arrive là et que la corruption s'invite dans toutes les activités académiques que nous faisons, mais principalement des activités de formation, ben après c'est toute la chaîne qui suit, qui s'enraye. À tout point de vue, aussi bien sur le plan même d'abord de la formation intellectuelle qu'on est censé donner. Et cette formation intellectuelle, je ne la vois pas forcément occidentalisée. En tout cas, dans la discipline qui est la mienne, nous nous efforçons autant que possible de faire comprendre que l'éducation doit être avant tout culturelle. Maintenant, quand on le dit, c'est un peu comme un discours d'illuminé. Personne ne veut nous comprendre. Et c'est là où nous allons venir. Même parce que le vrai chemin du développement passe par là. Dans tous les systèmes éducatifs au monde qui marchent, vous ne verrez pas d'éducation dans une langue autre que celle que parlent les citoyens du pays. Et le vrai challenge se trouve là. Plutôt que d'être perçu comme un discours creux qui ne nous emmènera pas loin, il faut plutôt que nous réfléchissions. Je n'ai pas dit que ce sera facile, mais il faut que nous réfléchissions à comment faire pour arriver à culturaliser notre éducation. Ça, c'est un point important. Lorsque on prend d'autres, je parlais donc des éléments qui entrent en ligne de compte lorsque la formation n'est pas bien donnée. L'absence de la culture. Ensuite, les problèmes d'éthique. Les problèmes d'éthique, on pense que c'est juste pour faire donneur de leçons. Il ne s'agit pas de ça. Mais un pays où des citoyens, les enfants sont formés
sans éthique, sans prise en compte des valeurs, est un pays qui se perd totalement. Vous voyez un peu aujourd'hui où on en est sur le plan social. C'est une déliquescence morale totale. Et malheureusement, le drame, c'est que nos enfants grandissent dans cette déviance morale en les prenant pour les normes, puisque c'est ce qu'ils voient faire. C'est ce qu'il y a autour d'eux. C'est ce qu'il y a autour d'eux. Donc, ils grandissent complètement dans un contexte où ce qui apparaît pour eux comme normal est en fait une profonde déviance de la société. Et ils n'en sont même pas conscients. C'est ce qui est en fait extrêmement dangereux. Alors, la responsabilité de l'État, dans tout ce que nous sommes en train de dire là, dans la responsabilité de l'État. Bon, la responsabilité de l'État, j'ai un peu de mal à la situer ainsi parce que, oui, en fait, nous sommes tous responsables. C'est-à-dire la part de responsabilité de l'État, j'en conviens. L'État, moi, je pense que la responsabilité fondamentale... Je vais réorienter ma question. La responsabilité de l'État dans l'échec massif, parce que nous allons sortir du système éducatif global, oui, et nous revenons à l'échec en première année d'université. Quelle est la responsabilité de l'État? Quelle est la responsabilité de l'État à l'heure actuelle? Je pense que la responsabilité de l'État, si je veux rester un peu collé à l'actualité qui prévaut, c'est de ne pas suffisamment appréhender les choses à l'avance, de ne pas suffisamment, le vocabulaire m'échappe, de ne pas savoir anticiper, voilà. Parce que le système a beaucoup de problèmes. Mais nous pouvons nous en sortir s'il y a un meilleur dialogue entre les enseignants qui ont mille et une revendications justes et pertinentes, mais entre l'État qui a aussi à faire face à des difficultés que nous voyons bien. L'État ne peut pas tout régler sur 1 an, 2 ans, même 5 ans. C'est une planification qu'il faut faire. Mais j'estime que la responsabilité de l'État intervient surtout quand ce dialogue-là n'est pas franc et objectif. Je pense que si c'est réglé, beaucoup d'autres problèmes qui viennent ensuite pourront trouver des solutions plus intéressantes. Vous venez de dire qu'on ne peut pas dire que l'État seul est responsable. Voilà. Les parents aussi sont, dans une certaine mesure, responsables. Vous pensez que les parents ont une responsabilité dans cette... Mais absolument, parce que l'éducation, en vérité, c'est 80% à la charge des parents. L'école, de plus en plus, s'efforce de donner, je dirais, l'instruction aux enfants. Mais l'éducation, c'est un tout. L'éducation, c'est non seulement la transmission des connaissances intellectuelles, mais aussi la transmission des valeurs éthiques, morales, religieuses, spirituelles et tout. Et l'école s'intéresse très peu à ces considérations-là. Est-ce que vous voyez? Même si de plus en plus l'éducation civique et morale revient, vous voyez bien que ce n'est pas tellement dans les comportements, dans les pratiques scolaires que d'attirer l'attention là-dessus. Il revient donc aux parents de veiller à ces choses-là. Et à partir de ce moment, les parents ont un rôle capital, malheureusement, qu'ils jouent de moins en moins. Parce que beaucoup de parents ne réalisent pas la dangerosité des comportements qu'ils ont à des moments. Beaucoup de parents sont convaincus, par exemple, que la meilleure des choses à faire dans le contexte qui est le nôtre, c'est d'envoyer leurs enfants à l'extérieur, alors que cela ne résout pas toujours les problèmes. Ces enfants-là vous reviennent encore souvent plus déstructurés que nos enfants ici. Nous allons parler maintenant, nous allons revenir à parler d'orientation. Est-ce que vous pensez que l'échec en première année d'université, c'est la faute à une mauvaise orientation? En partie, parce que parmi les considérations académiques dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi l'orientation. L'orientation, c'est quoi? C'est juste un processus que l'on met en place qui, en principe, doit commencer depuis le secondaire, aujourd'hui on dit même le primaire, et continuer tout le long, après l'université même de la vie, continuer tout le long de la vie adulte. Ce processus-là manque. Dans les textes qui nous régissent, par exemple dans la loi portant orientation de l'éducation nationale, nous avons bien un article qui évoque la question, qui parle même de façon expresse des conseillers
d'orientation, avec le rôle qu'ils peuvent jouer. Ensuite, dans les AOF des ministères, il y a des structures d'orientation qui sont prévues, mais dans la pratique concrète, allez observer, vous ne verrez absolument rien. Nous allons partir rapidement parce que nous n'avons plus assez de temps. Mais seulement le temps est vraiment parti et rapidement parti. Nous allons parler des jeunes étudiants ou ceux qui viennent d'avoir le bac. Si un enfant a le bac aujourd'hui, quelles sont les dispositions à prendre tout de suite? Beaucoup de choses ont changé depuis 2016. Le gouvernement en place essaie de voir dans quelle mesure il peut améliorer les pratiques qui existaient pour que les gens aient une meilleure orientation. Et par rapport à cela, il est de plus en plus privilégié l'étude des dossiers qui est gérée par la DGS et le ministère. Et donc les enfants font des choix. Et semble-t-il, ces choix-là ont déjà été faits, bien avant même qu'ils n'aillent à l'examen. Donc il me semble que maintenant ils vont étudier, enfin au nombre de ceux qui sont admis, ils vont voir ceux qui ont fait les choix, est-ce qu'ils ont les moyennes, est-ce qu'ils ont les profils et tout ça pour y aller. Et ces derniers-là même doivent, me semble-t-il, déposer des dossiers qui vont donc être étudiés et puis ils feront les orientations qu'il faut. Les autres déposeront à nouveau aussi des dossiers parce que c'est de plus en plus la tendance et c'est une pratique qui est faite pour juguler un peu les effectifs exorbitants que nous gérons. La tendance, même dans les facultés d'enseignement général, est à l'étude des dossiers et à un ratio donné, une sorte de numerus clausus par an des étudiants. Donc les critères, je ne les connais pas. En principe, ce sont des critères qui chaque année changent, en tout cas tout au moins au niveau de l'université. Il y a maintenant que les élèves devenus étudiants doivent se rapprocher des facultés où ils souhaiteraient s'inscrire pour savoir quelles sont les conditions à remplir, ou tout au moins déposer un dossier qui va être étudié pour voir s'ils remplissent les conditions pour être acceptés dans ces établissements-là. Globalement, il me semble que c'est la démarche. Je dis il me semble parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et je n'ai pas toujours les... Je crois qu'ils ont lancé des concours maintenant et nous allons revenir en fin d'émission, mais rapidement, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de savoir à peu près quels sont les critères qui peuvent permettre à un étudiant et à ses parents de choisir sa filière rapidement. Ça, c'est des questions auxquelles il est difficile. Oui, puisque vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation. Oui, par exemple, mais même pour vous orienter, par exemple, je pense qu'on ne peut pas demander que les parents doivent comprendre, essayer de comprendre ce que l'enfant lui-même veut, afin de dire, bon voilà, il peut y avoir telle chose dans ce que tu veux, on peut avoir ne pas forcer l'enfant pour dire, parce que généralement, sous nos cieux, quand un enfant a une bonne moyenne en série D, on dit, il faut aller faire la médecine, il faut aller faire l'agronomie. Et parfois, les parents veulent que les enfants veulent imposer ce qu'ils ont fait aux enfants, ce qui ne sont pas normal. Donc, je voudrais que le psychologue, ou le spécialiste des sciences de l'éducation que vous êtes, que vous donnez quelques critères et qui puissent permettre aux parents ou aux enfants de choisir leur filière. Non, mais justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et si on avait un système d'orientation, je dis bien système d'orientation, parce que c'est un ensemble d'éléments qu'il y a dans un système. Si on avait un système d'orientation efficace, cette discussion permanente qui devait prévaloir aurait déjà été faite. Parce que pour vous répondre, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Les parents, à ce stade-là, ne devraient plus être dans une démarche d'imposition des choses à leurs enfants, mais plutôt de discussion. Et c'est de la discussion qu'ils vont ensemble arrêter quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu difficile de dire à un parent de faire ci, de faire ça de façon mécanique. Mais globalement, il s'agit d'être à l'écoute des enfants. Mais tout en étant à l'écoute des enfants, s'informer suffisamment pour pouvoir argumenter. Aussi bien l'élève que le parent doit pouvoir justifier son point de vue. Papa, je veux faire ci, ce que tu veux faire n'est peut-être pas bien ou bien est bien. Ou je veux faire ça, mais je souhaiterais que tu fasses ci pour telle raison. Et c'est en discutant qu'ils trouveront un juste milieu. Dans 2 minutes, nous allons finir l'émission, mais je vais vous poser rapidement 2 questions. À partir de ce que vous aviez dit, qu'est-ce que l'État doit faire pour aider les jeunes étudiants à mieux s'orienter? Première chose. Et deuxième chose, votre appréciation de l'orientation que l'État donne aujourd'hui à l'entrée dans les écoles, c'est-à-dire les concours au lieu de simples études de dossier. Et concours avec mention assez bien tout au moins.
Ce que l'État peut faire pour améliorer l'orientation au Bénin, c'est déjà avaliser le système d'orientation qui est proposé dans le plan sectoriel de l'éducation post-2015. Je crois savoir qu'il y a un système d'orientation désormais qui va se mettre en place. Une chose est d'en parler, une chose est peut-être de l'acter. Parce que beaucoup de choses sont parfois dites, mais jamais mises en application. Donc si l'État arrive à mettre en application ce qui suppose qu'il sera recruté des spécialistes de l'orientation, ce que nous avons dans le système, enfin dans le pays, si l'État arrive à le faire, ce serait déjà bien. La deuxième question, c'était... La deuxième question, il faut avoir mention assez bien, il faut passer un concours pour entrer dans les écoles publiques, dans les écoles des universités publiques. Votre appréciation, juste un mot, puisqu'on est déjà à la fin. Mon appréciation, je pense en fait que ce n'est pas nouveau ce que l'État fait. Ça existait déjà avant, c'était comme ça. Mais pas avec mention assez bien. Aujourd'hui, on exige mention assez bien. Oui, je crois pour entrer dans les écoles. Bien sûr, bien sûr. Dans les écoles et dans les formations spécialisées, ça avait toujours été le cas avant. Je crois que l'État ne fait que remettre à jour une pratique qui existait. C'est mieux. C'est une manière de renforcer ou d'améliorer la qualité de prestation des apprenants dans ces formations qui sont techniques et professionnelles. Patrick Ouessou, on n'a plus du tout de temps et malheureusement on n'a plus du tout de temps parce qu'on aurait bien voulu aborder beaucoup d'autres sujets par rapport à cette question d'orientation de nouveaux étudiants. Nous allons y revenir certainement dans une autre émission parce qu'on n'a pas tout dit. Merci Patrick Ouessou. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu Patrick Ouessou. Il est spécialiste des questions de sciences de l'éducation. Nous avons parlé orientation des nouveaux bacheliers dans cette émission. Fin de cette émission. Prenez le rendez-vous pour la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.